Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Une nouvelle ère pour la gestion de l'eau, le lancement du projet d'assistant exploitant au Kempinski Palace. Autre actualité de ce soir, la déclaration du ministre de la Communication à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste. Aux nouvelles mondiales, vers un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient, l'entretien téléphonique entre Blinken et Abdulati dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, le chef de l'État, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations au nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Je forme l'espoir que sous votre leadership, votre pays accroît l'œuvre de son essor et de son rayonnement, a écrit le président de la République dans le télégramme de félicitations adressé à M. Ishiba. Nul doute que votre importante expérience vous sera de précieux appui pour connecter votre pays à davantage de bien-être, d'accomplissement et de prospérité, a noté le chef de l'État dans ce même document. Le président Guelleh, qui s'est réjoui des liens déjà privilégiés d'amitié et de coopération entre les deux nations, émet également le vœu que l'élection de M. Ishiba soit source d'accroissement de partenariats fructueux entre Djibouti et le Japon. Le président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, a adressé ses plus sincères félicitations à M. Kais Saied, réélu président de la République tunisienne, suite à sa victoire lors du scrutin présidentiel organisé dimanche dernier. Dans son message, le président Guelleh a exprimé sa satisfaction face à la tenue de ces élections qui témoignent de la maturité démocratique du peuple tunisien. Il a souligné l'importance de la continuité des réformes et du développement en Tunisie et a réaffirmé son engagement à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Tunisie. Je suis convaincu que sous votre leadership, la Tunisie continuera à progresser vers un avenir prospère et stable, a déclaré le président Guelleh. Il a également souhaité à M. Saïd plein succès dans sa mission au service du peuple tunisien. Actualité mentionnée dans les titres, la cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles son Excellence M. Mohamed Ahmed Awaleh, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage, ainsi que son Excellence M. Ilyes Moussa Dewaleh, ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, et le directeur général de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad. Un événement qui a également compté sur la participation de l'ambassadrice de France, Mme Dana, de Mme Simona, chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne en République de Djibouti, et de représentants de partenaires stratégiques tels que le CEROCA, Veolia et l'IAFD. Ce partenariat entre l'ONEAD et Veolia à travers sa filiale CEROCA marque une étape clé dans la modernisation des services publics d'eau à Djibouti. Cette collaboration avec Veolia vise à renforcer l'expertise technique de l'ONEAD en optimisant la gestion durable des ressources en eau. L'objectif était de transformer l'ONEAD en un acteur de référence en Afrique pour la gestion de l'eau, garantissant ainsi la pérennité des services et une meilleure maîtrise des infrastructures hydrauliques. Grâce à cette initiative, l'ONEAD bénéficiera également de l'appui de l'organisme de formation reconnu dans le secteur de l'eau pour renforcer les capacités techniques de ses agents. En signant un contrat d'objectifs et de performance avec l'État, l'ONEAD s'inscrit dans une dynamique de transformation écologique et de gestion modernisée des services publics. Ce projet d'assistant exploitant s'intègre pleinement dans cette stratégie avec des ambitions claires, garantir un accès durable et équitable à l'eau potable tout en améliorant la qualité des services offerts à la population djiboutienne. Ce séminaire a ainsi marqué le coup d'envoi d'une nouvelle ère pour la gestion de l'eau à Djibouti, témoignant de l'engagement de l'ONEAD à relever les défis hydriques du pays avec le soutien de ses partenaires internationaux. On écoute un extrait du discours de l'ambassadrice de France à Djibouti. Vous féliciter pour tout ce travail accompli depuis quelques années déjà, pour l'idée de ce projet et puis aux membres du gouvernement pour la confiance que vous avez eue de lancer une entreprise publique sur le chemin du contrôle de la performance. Je pense que c'est non seulement une belle opportunité pour l'ONEAD, mais c'est aussi un bel exemple pour la gouvernance des entreprises publiques. Mais l'objectif quand même, c'est qu'avec vos équipes, sous la direction du conseil d'administration, vous soyez en mesure de voir grand et puis d'enseigner aux autres ce que vous avez appris avec nos entreprises et avec notre soutien. Et nous avons toute confiance dans votre réussite. Quand je regarde, et je vous félicite, monsieur le directeur général, d'avoir amené vos équipes à cet événement,
parce que notre investissement, c'est pour elle. Notre investissement, c'est une aide qu'on vous apporte pour vous accompagner, pour démarrer. Mais ensuite, les objectifs de performance, les rêves, ce sont les vôtres. Et je vous souhaite de vous en servir, d'utiliser tout ce que nos collègues et nos experts vous apportent pour construire votre projet de carrière, votre projet d'engagement dans une entreprise publique. C'est le plus beau métier au monde que de servir son État et sa population. Ensuite, nous allons écouter les propos du directeur général de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad. Voici ses dires. Nous voilà réunis aujourd'hui pour le lancement du projet Prospero, le programme stratégique de performance de l'ONEAD qui doit concrétiser la mise en œuvre du plan stratégique adopté par l'ONEAD. Les deux sont la résultante d'une manifestation propre des cadres de l'ONEAD formulée en 2018, qui se sont attelés à une réflexion profonde visant à la réorganisation globale de l'Office. On approche avec ce qui se fait de mieux les meilleures pratiques dans la gestion des régies des eaux, et c'est dans l'optique d'absorber, d'envisager avec pragmatisme et efficience les multiples réalités des projets d'envergure tels que ceux de l'adduction transfrontalière, du dessalement de l'eau de mer et des projets d'assainissement. Ce travail de réflexion a été impulsé suite à un atelier préparé par l'expert en transformation des régies des eaux, M. Jacques Bertrand, que nous saluons aujourd'hui, qui n'a pas pu être aujourd'hui avec nous pour des raisons professionnelles. Notre reconnaissance également à l'endroit de son Excellence, M. le ministre de l'Agriculture, et à bien des égards au Président de la République et au ministre des Finances qui ont soutenu le projet depuis le début. Ils ont porté ce projet et rassemblé toutes les conditions pour qu'il prenne forme et se réalise, et nous nous engageons à honorer cette confiance. Dans le contexte cité plus haut, une mutation était donc plus que nécessaire, d'où le travail de réflexion qui a accouché du plan stratégique pour le secteur de l'eau. Ce plan stratégique de l'ONEAD définit 6 grands objectifs structurants. Une culture de responsabilité, d'intégrité et d'efficacité ancrée dans toute l'entreprise. Une autonomie réelle d'opération et de gestion soutenue par la tutelle. Un ONEAD au service de tous ses clients. Un ONEAD entreprise de services publics efficiente et compétitive. Des infrastructures performantes au service de tous les clients. Et une entreprise ouverte aux idées neuves qui sait les rechercher et les incorporer. De son côté, M. Ilyas Moussa Dawale a indiqué l'importance cruciale d'assurer une souveraineté en matière d'eau, un impératif clairement énoncé par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Nous savons tous que l'eau est la ressource vitale à la vie humaine. Par conséquent, la responsabilité de sa gestion publique et doit demeurer irréprochable et de surcroît de qualité. Donc ces ressources, le président de la République a voulu de façon ambitieuse à multiplier. On sait aussi que l'eau n'a pas de prix. C'est pour cela qu'on a été très loin pour transporter à travers le projet d'interconnexion ce projet d'aquaduc entre notre voisin, la République fédérale de l'Éthiopie et Djibouti. Encore plus important, et parce que tout en mettant à disposition cette ressource rare, qui est en train de devenir rare, en tout cas pour les pays à climat rude comme Djibouti, cette ressource précieuse, on l'a voulu également l'amener par sa transformation au niveau de l'usine de dessalement. Nous rendons disponible cette eau, mais surtout nous rendons possible l'indépendance, la souveraineté de cette ressource extrêmement importante pour Djibouti. On ne peut plus continuer à vouloir gérer une institution qui elle-même a connu une transformation pendant ces dernières décennies. On ne peut pas continuer à avoir le même état d'esprit, le même modèle de gestion et
des personnes de moins en moins expérimentées en raison justement donc de cette transition en termes démographiques et donc de cette jeunesse de plus en plus nombreuse dans les différents établissements. Et c'est valable pour n'importe quelle entreprise publique à Djibouti. Dans n'importe quel secteur, toutes les institutions ont changé d'envergure, mais on est resté encore dans un modèle ancien en termes de gestion, où la performance n'est pas la priorité non plus, ou en tout cas, les résultats ne sont pas toujours clairement définis, ou en tout cas les objectifs ne sont pas clairement définis, et les résultats atteints appréciés à juste titre. En continuant, le ministre a indiqué cette fois-ci la nécessité pour les institutions publiques d'évoluer afin de s'adapter aux transformations rapides de notre monde contemporain. On écoute le ministre. Nous sommes très heureux également d'observer que l'ONEAD sera la première ou l'une des premières entreprises qui va également connaître un conseil d'administration sur la base du Code de la gouvernance des entreprises publiques. On vient de changer les membres du conseil d'administration de l'ONEAD. Il n'a pas encore siégé, ça tombe bien parce que ça va commencer avec ce projet que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Son président sera choisi et dans ce conseil d'administration, nous avons 3 indépendants. C'est la nouvelle réforme. 3 indépendants, c'est-à-dire 3 membres du conseil d'administration, soit 30%, qui doivent venir de l'extérieur de l'État, de démembrement de l'État, c'est-à-dire du secteur privé, de la société civile ou tout autre, en tout cas, acteur hors sphère étatique. Et dans ce conseil d'administration, nous aurons également 3 femmes, parce que ce sont les exigences du Code. Ce n'est pas le 30% qui est une exigence, c'est au moins 30%. Et le conseil d'administration sera également composé de plus de femmes désormais. Et l'ONEAD en est également un des premiers modèles dans ce sens-là. Notre objectif ici, ce n'est pas d'arriver à un résultat immédiat demain, dans un an. C'est le déclenchement d'un processus qui doit aboutir à des résultats vertueux, à des performances, parce qu'on saura travailler mieux ensemble. Et travailler mieux ensemble, c'est surtout de voir ces 3 acteurs majeurs dans l'architecture de la gouvernance des entreprises publiques à Djibouti. C'est-à-dire l'État actionnaire dont nous représentons en tant que ministère du portefeuille, l'État stratège représenté par le ministère de rattachement, on ne l'appelle plus ministère de tutelle, c'est le ministère de rattachement désormais, et l'État contrôleur en termes de reddition de comptes. Ce sont les institutions de contrôle public. Et tous ces acteurs travaillent en parfaite harmonie avec l'organe suprême de toutes ces entreprises publiques. On écoute à présent M. Mohamed Ahmed Awaleh, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage, qui a indiqué que ce séminaire ainsi marque le coup d'envoi d'une nouvelle ère pour la gestion de l'eau à Djibouti. Programme stratégique de performance de l'ONEAD, qui sera un programme pionnier pour la République de Djibouti. L'ONEAD sera le premier établissement public. Ce n'est pas uniquement l'ONEAD, les autres établissements vont le suivre. Les établissements publics, commerciaux et productifs vont le suivre. Mais l'ONEAD sera le pionnier de cette vaste réforme voulue par le gouvernement et initiée par le ministre des Finances, son Excellence Ilyas Moussa Dawali. Bien, je voudrais dire au niveau de cette tribune, pourquoi une réforme? Pourquoi l'ONEAD a besoin d'une réforme?
Ce n'est plus une nécessité, c'est une obligation. Je me rappelle bien, au début des années 80, l'ONAIAD se résumait à une trentaine de forages, si ma mémoire est bonne, situés au niveau de la ceinture de basalte fissuré dont on exploitait, et après il y avait une seule station de pompage pour alimenter, desservir l'eau au niveau de la République de Djibouti. Mais l'ONAIAD, depuis, d'une manière tentaculaire, elle a fait un développement non seulement sectoriel, mais spatial. Mais je voudrais remercier les bailleurs de fonds, AFD, Union européenne, sans en omettre la France, pour leur soutien continu, multiforme et multisectoriel qu'ils apportent au gouvernement et à la population djiboutienne dans la lutte contre la soif et pour l'accès à des services de base. Autre actualité de ce soir, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a reçu hier en fin de matinée dans son cabinet M. Youssef Maouid, directeur général de la Société française de conseil et d'audit A2FE, Aviation Fuel et Facilities Experts, spécialisée dans la gestion des installations de stockage et de manutention, les services de distribution et la qualité des carburants d'aviation. Ce dernier effectue en effet une visite de travail de plusieurs jours dans notre pays dans le cadre du renforcement des capacités et des compétences des ingénieurs de la direction des hydrocarbures du ministère de l'Énergie ainsi que de ceux de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, lequel est axé sur la maîtrise de la chaîne de contrôle de la qualité des carburants d'aviation, sur les exigences de conception et de contrôle des installations des dépôts aviation, des camions avitailleurs et routiers de transport du Jet A1. La visite du directeur général de A2FE à Djibouti s'inscrit également dans le cadre du renforcement des connaissances du personnel subventionné par des exercices pratiques d'inspection et d'audit. Sa gamme de services couvre entre autres l'examen technique des équipements et des installations, les opérations, le contrôle qualité et la gestion hygiène, sécurité et environnement, les inspections de l'aviation, l'examen et la production de la documentation technique. Elle place la proximité avec le client. Dans le cadre du programme de renforcement des capacités des ingénieurs et des techniciens du secteur des hydrocarbures, une série d'exercices pratiques d'inspection et d'audit des dépôts aéroportières de stockage ont été organisés cette semaine à Djibouti. Ces exercices menés par des experts de la société A2FE se sont concentrés sur l'inspection des installations de stockage de carburant d'aviation ainsi que sur la revue des systèmes de sécurité et de contrôle qualité. Les experts ont notamment visité les entrepôts de stockage de la société NOC et Rubis situés à l'aéroport de Djibouti. Ces visites ont permis d'évaluer les infrastructures existantes, notamment les dépôts de stockage de Jet A1 et les véhicules avitailleurs en s'assurant qu'ils répondent aux normes internationales en matière de sécurité, de maintenance et de gestion environnementale. À l'issue des visites d'inspection, les locaux de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti ont accueilli une session de formation spécialisée destinée aux ingénieurs et aux techniciens. Cette formation a porté sur les exigences de conception, de gestion et d'inspection des dépôts de carburant d'aviation. Les participants ont ainsi pu approfondir leurs connaissances sur la gestion des risques associés au stockage et au transport des produits pétroliers. Ce programme de formation vise à renforcer les compétences locales et à garantir que Djibouti demeure un hub stratégique pour la gestion des carburants d'aviation dans la région. Je vous le disais dans le titre, le ministre Radouane Abdullahi Bahdan, ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, a fait une déclaration à l'occasion de la journée dédiée à la poste. Voici sa déclaration. La République de Djibouti, à l'instar des États membres de l'Union postale universelle, célèbre en ce 9 octobre 2024 la journée mondiale de la Poste. Cette journée marque la création de l'Union postale universelle, créée en 1865, mais consiste également à sensibiliser l'opinion sur l'importance cruciale des services postaux pour notre pays et notre communauté. La célébration de cette journée du 9 octobre 2024 marque également le 151e anniversaire de la plus ancienne institution internationale regroupant les opérateurs mondiaux de postes. Mesdames et messieurs, à cette occasion, je suis honoré de m'adresser à vous pour souligner les avancées remarquables réalisées dans le secteur postal djiboutien. C'est avec un plaisir particulier que je tiens à partager avec vous le résultat du classement 2024 du cabinet d'audit PwC
qui a placé cette année notre opérateur à la 21e position mondiale. Ces bons spectaculaires de la Poste de Djibouti témoignent de l'engagement sans faille et des efforts soutenus du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, et de son gouvernement au secteur postal. Passer de la 55e à la 21e place en une seule année est également une prouesse qui reflète le dynamisme de nos postiers et l'ambition du ministère de la Communication chargé des postes de télécommunications d'offrir des services postaux de qualité. Ce succès est également le fruit des partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan, renforçant la réputation de la Poste comme un acteur incontournable du développement économique et social de Djibouti. Mesdames et messieurs, conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, pour l'inclusion financière, la Poste de Djibouti s'impose de plus en plus en leader national des services financiers et continue de jouer un rôle vital en facilitant le transfert d'argent sécurisé et traçable en partenariat avec les institutions financières internationales. Par cette occasion, je suis heureux de vous informer que l'étude pour la création de la Banque postale de Djibouti est finalisée et le business plan est en place. Nous travaillons activement aux côtés de notre opérateur postal à la constitution du tour de table de l'actionnariat pour obtenir l'agrément auprès de la Banque centrale. Cette banque conçue pour être une institution inclusive et accessible proposera des services financiers de base tels que les comptes courants, l'épargne, les prêts et les transferts d'argent avec une attention particulière aux zones rurales. Ces projets s'inscrivent parfaitement dans la vision 2035 de la République de Djibouti, initiée par le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Dans cette deuxième partie de sa déclaration, le ministre, son Excellence, M. Redouane Abdullahi Bahdan, a évoqué la modernisation de la Poste de Djibouti. En dynamique de modernisation, le service ISSOUR, qui facilite le commerce électronique, a pris un nouveau tournant avec la signature d'un partenariat stratégique avec Cartine et Amazon. Grâce à cette collaboration, les Djiboutiens pourront désormais utiliser leur propre adresse postale pour recevoir des colis directement, sans avoir recours à des adresses virtuelles, ce qui représente une avancée majeure pour l'essor du commerce en ligne. Mesdames et messieurs, le rôle stratégique de la Poste ne s'arrête pas là. Elle assure également la circulation des passeports pour le compte du ministère des Affaires étrangères, un signe de confiance fort envers cette institution. En outre, la Poste de Djibouti s'illustre en étant le seul transporteur d'échantillons biologiques pour des analyses médicales à l'étranger, un service crucial pour améliorer les diagnostics médicaux et la prise en charge des pathologies rares. Plusieurs autres projets témoignent de l'engagement de mon département ministériel aux côtés de la Poste pour soutenir sa transition numérique. En partenariat avec l'ANSSI et la direction de la population, la Poste a lancé le Centre des services aux citoyens, un service innovant facilitant les démarches administratives. Aroulos est le premier service public à accompagner la Poste avec le projet Zéro Bidonville et les dépôts de dossiers pour l'accession au foncier. Par ailleurs, DigiPost, un service de communication électronique certifié, marque l'entrée de la Poste dans l'ère du numérique, en offrant aux citoyens des solutions dématérialisées, sûres et efficaces. Enfin, grâce au nouveau projet Call Center de la Poste, il est désormais possible d'analyser la gestion des permanences téléphoniques pour les entreprises publiques et privées. Mesdames et messieurs, pour terminer, je suis fier d'annoncer une initiative essentielle pour renforcer la sécurité routière, la distribution des casques aux parents conduisant des motos de la part des agents de la Poste et ceux de l'agence de route. Cet effort vise à sensibiliser les conducteurs des deux roues motorisées, notamment ceux transportant leurs enfants, sur le danger de la route et à promouvoir les responsabilités sociales des entreprises publiques. Je voudrais donc saisir l'opportunité que m'offre la célébration de cette journée pour féliciter tous les acteurs qui contribuent au succès de notre opérateur postal et à réitérer l'engagement du ministère de la Communication à accompagner la Poste de Djibouti dans ses efforts d'innovation et de modernisation. Ensemble, nous continuerons de bâtir une institution solide, innovante et inclusive au service de tous les Djiboutiens.
Je vous remercie de votre attention. Comme a cité le ministre Don Abdullah Bahdoun à l'occasion de la journée internationale de la Poste de Djibouti a organisé une distribution de casques de moto destinés aux motards et à leurs enfants. Cet événement marque un engagement fort envers la sécurité routière et le bien-être des familles des employés. Cette cérémonie de distribution a eu lieu dans les différents points de rassemblement des enfants et des parents, c'est-à-dire à la sortie des écoles. Les casques conçus pour garantir la sécurité des motards représentent une initiative visant à sensibiliser à l'importance de la protection routière. Cet engagement de la Poste de Djibouti s'inscrit dans le cadre de ces initiatives pour améliorer la sécurité au travail et promouvoir la santé des employés, en particulier ceux qui sont souvent sur la route. C'est un geste très génial. Et la Poste toujours pense à sécuriser nos enfants. Et pourtant, c'est un très bon geste. Santé à présent, le secrétaire général de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a présidé la cérémonie d'ouverture de la formation sur le programme STEP 2.0, qui est un dispositif de développement professionnel spécialement adapté aux besoins des dirigeants et des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement en santé. Ont assisté à cette cérémonie le directeur général de la CAM, le Dr Hassan Abdrahman, le responsable du programme santé de l'UNICEF, le Dr Mokhtar, Madame Dorothy, directrice générale et fondatrice de Ganesh Aid, le coordinateur du programme élargi de vaccination, M. Daoud. Plus d'une trentaine de techniciens, logisticiens et gestionnaires issus de la CAM et du PEV ainsi que les points focaux des services de vaccination des 5 régions ont pu bénéficier d'une série de formations qui sera étalée sur une période de 5 à 6 mois pour répondre aux différents besoins des équipes de la chaîne d'approvisionnement du département de la santé. Financé par l'Alliance Gavi et mis en œuvre par la société Ganesh Aid à Djibouti. Pour rappel, Ganesh Aid est une société de conseil au service du secteur de la santé publique à des fins non lucratives et spécialisée dans le renforcement des systèmes de santé, la chaîne d'approvisionnement en santé publique, le renforcement des capacités et l'apprentissage ainsi que les solutions numériques pour la santé. Agence nationale pour la promotion de la culture a organisé une conférence de presse ce mercredi 9 octobre 2024 dans l'auditorium de la Bibliothèque et Archives nationales pour annoncer officiellement la tenue d'un colloque sur les archives djiboutiennes prévu le 18 et 19 décembre 2024. L'objectif principal de cette conférence de presse était d'informer le public djiboutien ainsi que les médias, qu'ils soient traditionnels ou indépendants, sur les tenants et aboutissants du colloque. En effet, la deuxième édition de ce colloque sur les archives djiboutiennes a pour vocation d'initier des discussions approfondies sur l'état actuel des archives administratives ainsi que les enjeux et défis à relever dans le contexte contemporain et mener des efforts de sensibilisation auprès des services publics et aborder collectivement l'urgence du patrimoine archivistique djiboutien. Parmi les communicants, mais aussi responsables des différents comités de colloque, on retrouvait le directeur général de l'ANPC, la directrice des recherches et appuis scientifiques de l'ANPC et le responsable du comité scientifique, le secrétaire général du comité d'organisation du colloque, l'archiviste et restauratrice, mais aussi le responsable du comité partenariat et financement. On écoute les dires du directeur général de l'ANPC. Permettez-moi tout d'abord exprimer mes vifs remerciements pour votre présence
et votre intérêt pour cet événement majeur qui marquera une étape importante dans le développement et la valorisation de notre patrimoine archivistique national. Ce colloque, organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en partenariat avec tous les départements des archives et en premier lieu le secrétariat général du gouvernement, réunira des archivistes, des chercheurs, d'experts, d'historiens pour une réflexion approfondie sur les enjeux et les défis liés aux archives de Djibouti. Il s'agira d'une opportunité unique de faire le point sur les progrès réalisés depuis le premier colloque portant sur les archives et l'histoire organisé ici présent par Dr Adawa et l'Université de Djibouti, et de tracer des perspectives d'avenir pour une meilleure gestion et conservation de nos archives. Je tiens à remercier nos partenaires présents et à venir pour leur soutien indéfectible à cette initiative, ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la préparation de cet événement. L'engagement est essentiel pour faire de ce colloque un véritable succès. Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour relayer l'importance de cette rencontre et encourager une large participation de toutes les parties prenantes concernées. Ensemble, nous pensons que nous avons l'opportunité de faire progresser la préservation de notre mémoire collective et de donner à nos archives la place qu'elles méritent dans le développement culturel et historique de notre pays. Dans les faits divers de ce journal, ce mercredi 9 octobre 2024, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, les gendarmes mobiles du poste de Lakassal ont interpellé 48 candidats à l'immigration clandestine. Les personnes interpellées ont reçu une assistance humanitaire immédiate comprenant de l'eau, de la nourriture et des soins médicaux. Les gendarmes ont veillé à ce que chacun d'entre eux bénéficie des soins nécessaires avant leur réacheminement. Après cette assistance, les candidats à l'immigration clandestine ont été reconduits à la frontière par les moyens roulants de l'institution, conformément au protocole en vigueur. Cette démarche vise non seulement à appliquer la loi, mais également à assurer une gestion humaine et respectueuse des droits des personnes concernées. Aux nouvelles mondiales à présent, lors d'un entretien téléphonique, Blinken a remercié Abdel-Latif pour les efforts continus de l'Égypte en vue de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza qui garantirait la libération des prisonniers israéliens et pour le rôle que joue l'Égypte pour résoudre le conflit au Soudan, selon un communiqué du département d'État américain. Blinken a insisté sur la nécessité de mettre pleinement en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU afin que les civils israéliens et libanais puissent rentrer chez eux en toute sécurité, selon le communiqué. Il a réitéré l'engagement des États-Unis à fournir près de 157 millions de dollars d'aide humanitaire au Liban et a noté que son pays continue à soutenir les efforts armés libanaises et d'autres institutions de l'État libanais. C'est tout pour le journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.